Mon invité aujourd'hui a gagné Top Chef en 2019 devant plus de 4 millions de téléspectateurs. Un pari pourtant lancé pour rigoler un soir dans un bar à Tokyo. Et puis il me dit vas-y toi t'as 30 balais, t'as qu'à le faire, t'es en plein âge de le faire et tout. Je dis vas-y donne-moi le contact, je vais m'inscrire quoi. Donc en fait en rigolant dans le pari je dis vas-y je m'inscris, je passe les castings, je passe le casting culinaire à l'aveugle, finalement je suis pris, je dis putain tu sais quoi je suis pris, c'est incroyable. Mais 6 mois après, il ouvre son restaurant à Angers. 1000 réservations en 48 heures. Il prône au petit prix, le local, le bien manger, au bon prix. À 19 ans pourtant, le chef français le plus strict du monde l'enferme des heures dans une chambre froide le premier jour de son arrivée. J'ai à peine 18 ans, j'arrive au Métropole, on me dit on va voir ce que tu vaux. On m'enferme dans un congèle à moins 21 et on me dit il faut que tu le laves entièrement avec une petite lavette en veste de cuisine à manches courtes quoi. Et on va voir combien de temps tu tiens quoi. Et ça ne l'a pas empêché de continuer. Aujourd'hui, il refuse même les étoiles du guide Michelin et est à la tête de 2 restaurants sur l'une des plus belles places de la ville d'Angers, dont un racheté récemment en faillite au tribunal de commerce. Quelques chiffres, il fait 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et a une centaine de collaborateurs à ses côtés. Je reçois Samuel Albert et il va nous livrer les coulisses de son business et ce que personne ne raconte derrière le grand gagnant de Top Chef. Merci Samuel d'être dans le podcast de Cube aujourd'hui. On va pouvoir balayer justement ton parcours, voir comment tu as réussi à transformer cette image de marque avec Top Chef où tu as du coup gagné l'édition de 2019, la 10e saison, et tout ce que tu es en train de construire aujourd'hui d'un point de vue business, c'est très intéressant, donc je suis trop content de t'avoir dans ce studio de Cube. J'ai une première question à te poser, parce que justement c'est toujours intéressant et amusant de voir un petit peu les parcours de chacun dans un premier temps, surtout pour les jeunes qui nous regardent. Tu dis toi-même avoir eu un parcours un peu chaotique à l'école, et aujourd'hui tu es chef, reconnu, tu as même rencontré ton associé à l'école, avec qui vous étiez peut-être de cancre, tu nous diras ta vision sur ça, mais voilà, comment on passe d'un élève en difficulté avec un parcours scolaire un peu chaotique à un chef? Qu'est-ce qui déclenche ça? Ce qui déclenche ça, je pense qu'effectivement, j'ai la chance de faire un métier de passion déjà, donc un métier qui m'a passionné. La passion, elle n'est pas venue dès le début, elle est venue un peu plus tard. Effectivement, l'école, c'était pas mon truc, comme beaucoup de personnes qui se retrouveront là-dedans. Et puis, les voies d'apprentissage à l'époque étaient un peu des voies de garage qui sont plus du tout aujourd'hui, et c'est tant mieux. Et puis finalement, l'histoire elle est un peu drôle, c'est que mon associé aujourd'hui, qui est mon meilleur ami d'enfance, en 4e, on redouble tous les deux. Et puis finalement, il avait un an d'avance sur moi. Il finit par aller à l'école hôtelière. Et puis, il me dit au bout d'un an, écoute, vas-y, viens à l'école hôtelière, tu vas voir, sympa, on fait des cocktails, on picole. Alors, et puis, on fait des tartes aux pommes, des batailles de farine. Il n'y a plus de maths, il n'y a plus de français. Viens à l'école hôtelière. Donc, un jour, je rentre chez moi. Mon père qui est horticulteur, ma mère qui est professeur des écoles. Je veux faire de la cuisine. Ils m'ont dit, OK, pourquoi pas. Tes grands-parents avaient un restaurant. On n'est pas de ce milieu-là, nous. Mais de toute façon, voilà, tu redoubles ta 3e. Il n'y a pas le choix. Il faut être peintre, carrossier, cuisinier, menuisier à l'époque, quelque chose comme ça. Donc me voilà parti en école hôtelière. Et puis ensuite, finalement, je me bats dans mon parcours d'école hôtelière pour quand même essayer de m'en sortir. Je me plais beaucoup dans ce métier. Je me plais dans ce métier parce que ce métier, il m'a permis de rêver. Il m'a permis de rêver de voyage. J'avais vraiment envie de ça. J'avais envie de haut de gamme et j'avais envie de voyage, sauf que j'étais pas destiné à ça. Et donc, un premier stage chez Joël Robuchon à Monte-Carlo me met des pépites dans les yeux. Alors, à ce moment-là, je prends très, très cher, on va dire, physiquement et psychologiquement. Mais ça m'amène énormément de rigueur que je trouvais pas et que j'arrivais pas à trouver par moi-même à l'école. Et c'est ce qui, on va dire, déclenche la passion de la cuisine. Et justement, Joël Robuchon, c'est l'un des chefs les plus exigeants du monde. Tu as 18 ans au moment où tu vas travailler avec lui. Qu'est-ce que ça t'apprend du métier de la restauration, mais aussi, du coup, ça doit être ta première expérience professionnelle? Ouais, première expérience professionnelle très très dure. Je me rappelle une petite anecdote, mais qui aujourd'hui ferait froid dans le dos. J'ai à peine 18 ans, j'arrive au Métropole, on me dit on va voir ce que tu vaux. On m'enferme dans un congèle à moins 21 et on me dit il faut que tu le laves entièrement avec une petite lavette en veste de cuisine à manches courtes quoi. Et on va voir combien de temps tu tiens quoi. Donc voilà, donc déjà l'entrée en jeu déjà elle est un peu dure. Une fois que j'arrive à tenir, je ressors tout bleu et on me dit maintenant il y en a 3 autres à faire. Donc ça démarre un peu comme ça. Je me dis que voilà, je suis quand même assez fort dans ma tête mentalement. On se retrouve avec une dizaine de stagiaires. Je me rappelle le chef dire aux 9 autres qui n'avaient même pas tenu 10 minutes dans le congélateur, vous mettez dans un coin, vous prenez des notes et puis toi Samuel tu viens avec moi, on va aller faire de la cuisine. Et puis finalement le stage s'est retrouvé comme ça. Alors évidemment aujourd'hui ça se passe plus du tout comme ça. J'ai pris très très cher. Il y a plein d'autres anecdotes pendant ce stage-là qui m'ont vraiment permis d'être beaucoup plus fort mentalement et puis de déclencher justement voilà vraiment cette passion
de la cuisine. Et puis ensuite, après, le Métropole m'a proposé une place et puis j'y suis resté un petit peu. Et ensuite, un peu maso, j'ai continué chez Robuchon à Londres après parce que j'avais envie d'apprendre l'anglais. Et puis justement, j'avais ces rêves de voyage. Et la cuisine et la restauration en règle générale, l'hôtellerie-restauration, permettaient justement de voyager, d'aller partout dans le monde. Et puis ensuite, une fois que j'ai pu acquérir l'anglais, je me suis rendu compte des possibilités infinies que m'offrait ce métier. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu veux apprendre une langue, en fait, tu vas bosser dans le pays parce que tu as fait pareil à Tokyo finalement. Exactement. Voilà, j'étais en Chine, j'étais en Australie, principalement dans les Chine, Australie, Japon, Angleterre, Suisse, France. Et là, en fait, à vrai dire, même d'ailleurs, j'avais jamais travaillé en France réellement, si on considère que Monaco n'est pas la France, avant de venir m'installer à Angers. Et à 20 ans, justement, avec Julien, ton associé et pote d'enfance, vous partez avec un sac à dos faire le tour du monde. Exactement. Avec le regard, c'était quoi? C'était de l'inconscience ou au contraire, c'était un truc très, très réfléchi? Non, je pense que il y avait beaucoup d'inconscience. Je me rappelle un jour, j'avais même pas encore 20 ans, à 19 ans, dernière année, fin d'études, je dis à mes parents, OK, avec Julien, on prend un sac à dos, on va un week-end à Londres et on va chercher du travail, quoi. Je me rappelle arriver à Piccadilly Circus et avec Julien, on frappait aux portes des restaurants, on disait I'm searching jobs. On parlait pas un mot. On se retrouve finalement à être ultra motivé et voilà, on est pris. Et puis moi, j'avais mon antécédent de Robuchon, donc finalement, Robuchon Londres me prend. Et puis l'aventure, elle démarre comme ça. Et puis ensuite, après, en besoin de soleil, donc à 21 ans, on part en Australie. On vient me recruter d'Australie pour aller en Chine. Et puis voilà, ainsi de suite, le parcours se développe comme ça. Et du coup, en 12 ans, tu as voyagé sur 4 continents. Ouais. Quel est le regard qui est porté sur un Français, sur la gastronomie française? Quel regard, toi, tu portes sur ce qui est fait à l'étranger par rapport à la France? Qu'est-ce qu'on fait mieux que les autres ou qu'est-ce que les autres font mieux que nous? En gros, qu'est-ce que tu as appris de l'étranger et qu'est-ce que l'étranger a appris de toi ces 12 années-là? Moi, j'ai beaucoup appris du fait qu'en France, on a un melon et un ego sur la restauration et sur la gastronomie qui est surdimensionné. Okay. Que c'est vrai que peut-être qu'on part avec un petit avantage en tant que chef quand on part à l'étranger et qu'on dit qu'on est français. C'est sûr que c'est un avantage par rapport à d'autres pays. On va avoir plus de facilité à trouver un emploi qu'un Polonais, un Argentin ou un Américain, un Canadien. Enfin bref, j'ai travaillé avec tellement de nationalités qu'aujourd'hui, j'ai un peu ce regard-là. C'est vrai que peut-être que j'étais plus pris dans des entreprises facilement parce que j'avais la culture gastronomique qui est peut-être moins importante dans certains pays. Okay. Mais par contre, on a un vrai melon parce que je me rappelle, les gens m'ont dit, mais en Australie, par exemple, tu vas faire quoi en cuisine là-bas? Ils savent pas manger. Alors qu'en réalité, mais pas du tout. Je me rappelle aux États-Unis, à San Francisco, on me disait mais bouffe quoi, tu vas faire quoi là-bas? Mais que dalle. Ils ont une gastronomie de folie sur cette côte là des États-Unis. Ils savent faire plein de choses bien mieux que nous. Il y a énormément de restaurants étoilés, des petits restaurants de quartier qui travaillent très très bien. J'ai trouvé que la majorité des pays où je suis allé, c'était incroyable. La cuisine chinoise en France, on y connaît mais que dalle, okay. Mais que dalle. Il y a une diversité gastronomique en Chine qui est bien plus importante qu'en France, avec la cuisine du Sichuan, la cuisine du cantonais, la cuisine du Yunnan. Enfin bref, ça n'a rien à voir. Et nous, on pense que la cuisine chinoise, c'est des nems et des raviolis, quoi. Alors que pas du tout, du tout. Même sur la gastronomie japonaise, qui commence à arriver un petit peu en France, on réduit ça énormément au sushi, alors qu'il y a l'okonomiyaki, le kaiseki, le yakitori. Enfin bref, il y en a tellement que... Un peu surcoté, quoi. Ouais, complètement. Alors que nous, au final, en France, on se prend pour les rois du pétrole. Ouais. Alors qu'en réalité, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. La gastronomie, elle est énorme. Et je vois avec mes chefs aussi, ils m'énervent un peu quand ils parlent de cuisine asiatique, parce qu'en réalité, la cuisine asiatique, ça veut rien dire. C'est comme la cuisine européenne, ça veut dire quoi? La cuisine française, italienne, espagnole, allemande, elle a rien à voir. Et ben en Asie, c'est exactement pareil. Si on prend le Japon, la Chine, même Hong Kong, c'est différent. La Thaïlande, le Vietnam, c'est vraiment des cuisines qui sont très différentes. Et sur le modèle social, est-ce que c'est plus simple de travailler à l'étranger dans la restauration? On en parlera, j'ai des questions sur ça tout à l'heure dans la suite du podcast, sur comment tu recrutes, est-ce que c'est facile ou pas, mais le modèle social? Oui, moi je pense j'ai travaillé dans beaucoup de pays où ça marche beaucoup mieux qu'en France. Okay. Je pense à l'Australie, je vais vous dire même je vais dire en Chine ça marche mieux pour moi, au Japon ça marche mieux, il y a beaucoup de pays dans lesquels ça marche beaucoup mieux. Et aujourd'hui en tant qu'entrepreneur qui a une centaine de salariés, je suis de l'autre côté et je vois bien la différence. Ouais. J'aimerais bien être dans ces pays-là. Et c'est vrai que tu me disais hors caméra l'autre jour qu'il y a des chefs qui ne veulent même plus venir travailler en France finalement, et qui cartonnent à l'étranger et qui ont peur de revenir en France. Donc bien sûr. Tu nous diras pourquoi et comment on peut améliorer les choses. Pour revenir sur Top Chef, c'est avec Top Chef que les gens t'ont connu, le grand public, comme tu dis tout à l'heure en introduction, 4 millions de personnes t'ont regardé le jour de la finale, donc c'est énormissime. Tu t'es inscrit sur un pari avec un pote. Et est-ce que tu peux nous rappeler justement cette anecdote
de Paris où tu voulais juste tenir 3 semaines dans l'émission et au final tu l'as gagné. Ouais, je regardais pas du tout Top Chef. Du coup, ça faisait 12 ans que j'étais expatrié, donc pas de télé française, ni je ne suivais absolument pas du tout ce qui se passait au niveau de la gastronomie en France. Et j'ai un copain du Japon qui fait cette émission. On se met tous derrière lui à Tokyo pour le supporter. Finalement, le mec, c'est un monstre en cuisine en plus. Mais voilà, ça se passe pas très bien pour lui. Il reste 3 semaines, il revient en soirée avec d'autres chefs. Je lui dis, putain, t'es nul et tout quand même. Il avait une étoile Michelin, c'est un monstre en cuisine. Je dis, t'aurais fermé ta gueule un peu, t'aurais été plus loin, quoi. Mais bon, il avait une grande gueule, voilà. Ça n'a pas marché pour lui. Et puis il me dit, bah vas-y, toi, t'as 30 balais, t'as qu'à le faire, t'es en plein âge de le faire et tout. Je dis, bah vas-y, donne-moi le contact, je vais m'inscrire, quoi. Donc en fait, en rigolant dans le pari, je dis, vas-y, je m'inscris, je passe les castings, je passe le casting culinaire à l'aveugle. Finalement, je suis pris. Je dis, putain, tu sais quoi, je suis pris, c'est incroyable. Mais bon, j'y vais comme ça. Je me rappelle d'ailleurs le jour de la qualification, j'arrive avec ma poêle, j'avais juste une poêle, on avait le droit d'emmener énormément de choses pour la qualification. Il y a des mecs qui arrivaient avec des camions qui déchargeaient, des camions entiers de cuisine, d'appareils et de cuisine et tout. Et moi, je suis arrivé là avec ma valise cabine et ma poêle dans la main. Et je disais, putain, waouh, en fait, je viens dans un truc, je sais pas où je vais. Et finalement, je passe ce casting culinaire-là à l'aveugle avec ma pauvre poêle. Vraiment, c'était ma bite et mon couteau, quoi. et puis voilà, je me retrouve dans l'émission. Mon objectif est évidemment juste de battre mon pote et de dire, j'ai fait mieux que toi, je voulais rentrer mieux que lui, quoi. Et voilà. Et puis bon, finalement, j'arrive au bout, je me rends compte un peu de ce qui se passe et je décide finalement de revenir m'installer en France en voyant tout ce qui se passe et auquel j'avais aucune idée de ce qui allait se passer après. Mais question que tout le monde se pose, est-ce que ça aide de gagner Top Chef et combien on gagne si on gagne de l'argent, justement ? Ouais, alors bien évidemment, c'est surtout une visibilité au niveau national, voire international qui est énorme. Et puis en termes d'argent, on gagne un peu. J'ai gagné 53 000 euros. En fait, tu gagnes ton pourcentage. Donc moi, j'ai gagné avec 55%, pardon. Donc du coup, j'ai gagné 55 000 euros. J'avais fait un deal, avec le finaliste avec qui j'étais, qu'on se redonnait 10% de la somme. Donc je lui ai redonné 10% de la somme et il m'a resté le reste en apport pour ouvrir mon premier établissement. Et pendant toute l'émission, t'es payé ou tu travailles gratuitement ? Il y a un contrat SMIC en fait, parce que pour eux c'est plus simple, il n'y a pas le droit de faire ça gratuitement. Donc en fait ils ont mis en place, je crois que ça fait que quelques saisons que c'est mis en place. Et justement, du coup, quand tu sors de cette émission-là, est-ce que tu es reconnu dans les transports ? Est-ce qu'on t'arrête dans la rue ? Est-ce que tu vois l'avant et l'après ? Ouais, l'avant et après, il est dingue. Et puis moi, il était encore plus dingue dans le sens où, juste après, je faisais que des allers-retours. J'en ai fait des fois, j'ai même fait une fois 2 fois par semaine, dans une semaine. Je me rappelle, j'avais le roi qui venait en visite à Tokyo, le roi des Belges qui venait en visite à Tokyo. Donc, il fallait que je sois à l'ambassade le mercredi. Mais le lundi soir, il fallait que je sois à Paris. Et le vendredi soir, il fallait que je reçois à Paris. Donc, 2 allers-retours Tokyo-Paris dans la semaine. Et sinon, j'en faisais au moins un par semaine minimum. Donc, et ce qui était très drôle, c'est que je sortais de l'avion à Tokyo, évidemment, personne ne me connaissait, et je sortais à Paris, à l'aéroport, j'entendais, regarde, c'est lui le gagnant Top Chef, le métro, pareil, tout le temps. Donc vraiment, c'était flagrant, quoi. Et tu n'as à aucun moment imaginé ensuite, après cette réussite-là, ouvrir un resto ailleurs qu'à Angers ? Alors après cette réussite-là, je pense que j'avais aussi l'expérience et de me dire, attends, aujourd'hui c'est super ce qui se passe pour toi, tu l'as gagné certes, mais par contre l'année prochaine il y aura un nouveau Top Chef et dans 3 ans on parlera plus de toi parce qu'il y aura eu 3 nouveaux Top Chef et aujourd'hui je suis pas certain que les Français en règle générale se rappellent des 15 derniers, je crois qu'on est rendu à la saison 14 ou 15, donc il fallait c'était maintenant ou rien, quoi. Transformer l'essai, quoi. Exactement, il fallait transformer l'essai maintenant ou pas, donc c'est pour ça que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais ? Évidemment, les portes se sont énormément ouvertes pour moi à l'étranger. On m'a proposé des super boulots à Dubaï, à Hong Kong, même à Tokyo, même à l'ambassade de France aussi. Voilà, et on m'a vraiment proposé des trucs super. Et je me suis posé, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie ? Et comme mon père était entrepreneur, mes grands-parents étaient entrepreneurs, j'avais quand même l'entrepreneuriat un peu dans le sang. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc du coup, mon projet de San Francisco s'est éteint. Et avec ma femme, on a décidé, qui n'était pas ma femme à l'époque, de revenir s'installer. Ensuite, en France, évidemment, j'ai eu plusieurs propositions. À ce moment-là, on trouve énormément de partenaires financiers. Ça sonne de toutes les portes. On m'a proposé vraiment des millions, vraiment des projets qui étaient super. Mais je me suis toujours refusé à ça parce que mon objectif, c'était d'être le président de mon entreprise. C'était de le faire comme je le voulais et de le faire surtout pour moi. Donc, voilà, j'ai pris ma petite valise, mes 50 000 euros sous le bras. Je suis allé toquer à la porte d'une banque, de 2, de 3. Et puis, j'ai commencé comme ça.
Et tu as monté ton premier restaurant, Place du Ralliement? Exactement. Donc, le premier établissement, Place du Ralliement, j'ai réussi à obtenir à peine 2 millions d'euros à peu près. C'était mon objectif aussi d'ouvrir un restaurant qui était assez conséquent, de volume, avec une grosse équipe. C'était ce qui me plaisait, l'humain, les grosses équipes. Et puis, je voulais aussi faire quelque chose qui ait une vraie valeur, ensuite qui soit revendable. On travaille déjà tellement dur qu'il faut quand même que ça vaille le coup à la fin. Donc c'était pas mon objectif d'ouvrir un petit restaurant gastronomique de Vancouver. Je voulais vraiment tout de suite ouvrir quelque chose qui avait une forte valeur commerciale et puis surtout d'avoir une possibilité de la revente. Donc plutôt que d'acheter un restaurant, j'ai acheté un emplacement et ensuite j'en ai fait un restaurant. Et c'est un emplacement premium, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne sont pas en Angers, la place du Ralliement, c'est la place centrale de la ville, avec beaucoup de passages. Exactement. Et donc là, tu as les petits prêts, en l'occurrence, c'est 200 couverts, c'est ça? Les petits prêts, c'est 180 jours lycée à l'année, plus ou moins, ouais. Et ça fait combien de chiffre d'affaires par an pour avoir l'ordre de grandeur? À peu près 3 millions, à peine 3 millions. Et tu as acheté le mobilier avec, du coup, récemment? Non, là, j'ai pas les murs. J'aimerais bien, je me bats un peu pour les avoir, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais j'espère qu'un jour j'y arriverai. Et puis sinon, je m'interdis pas un jour de déménager pour acheter mes murs aussi. Ok, par contre, et on en parlera dans quelques minutes, tu as fait une autre opération où tu as acheté les murs sur la même place du Ralliement, en face, comme ça tu maîtrises un peu plus de mètres carrés sur la place centrale de la ville. Et là, tu as plus de couverts, tu en as 400, si je dis pas de bêtises. Là, c'est un beaucoup plus gros établissement. C'était plus tard dans ta vie d'entrepreneur. Quand tu vas voir les banques avec 50 000 et que tu demandes 2 millions, qu'est-ce qu'ils regardent justement pour te donner le delta? Est-ce que c'est le fait que tu aies gagné Top Chef? Est-ce que c'est ton business plan qui était très solide? Comment tu as justement travailler les relations avec la banque à ce moment-là? Je me rappelle de rendez-vous final de la banque. Alors, on a passé beaucoup de strass. On a commencé avec le niveau, entre guillemets, local, la ville, ensuite départemental, et on est arrivé jusqu'au niveau régional parce qu'on quand même demandé 2 millions d'euros avec très peu d'apports. Ouais. Donc, il a fallu pitcher très bien devant tous les banquiers. Je me rappelle, le banquier nous a fait une réflexion en disant Top Chef, pour nous, c'est juste la cerise sur le gâteau. Par contre, le gâteau, je me rappelle aussi qu'avec les prévisions qu'on faisait, le banquier m'a dit, au début, on nous parlait d'un pool bancaire, et puis finalement, le banquier me dit, moi, quand je vois un gros gâteau comme ça, je veux le manger tout seul. Donc, ok, d'accord. Moi, j'avais 30 ans, je comprenais pas toujours tout ce qui se passait autour de moi, mais j'avais mon projet en tête. Je pense qu'il nous a dit qu'on avait un projet qui était très solide. On était deux associés très complémentaires aussi. Donc, moi, je gère toute la partie cuisine, achat, coût matière, gestion de la cuisine. Et mon associé Julien gère toute la partie salle, vin, gestion de la salle et du personnel de salle. Okay. Donc, déjà, on était tous les deux très complémentaires. On était ensemble, on avait fait tous nos voyages ensemble. On était copains depuis qu'on avait 14 ans. Donc, il y avait une vraie base très solide. Et puis surtout, on avait fait le tour du monde dans plein d'établissements différents. Donc, on savait de quoi on parlait. On était des vrais professionnels de la restauration avec des vrais diplômes. Donc, ça leur a plu. Et c'est, je pense, que ce qui les a convaincus. Et puis derrière, effectivement, l'ouverture de Top Chef, c'était la cerise sur le gâteau. Et justement, quand tu fais J'avais vu une anecdote, je crois que c'est Norbert, je pense, qui disait ça. Quand quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant, la pire erreur qu'il puisse faire, c'est d'ouvrir un petit resto parce que tu sors jamais de la salle et finalement, tu n'arrives pas à la faire grossière. Donc là, toi, tu as fait effectivement le choix d'en avoir tout de suite un énorme restaurant pour pouvoir avoir plusieurs postes et pouvoir ne pas être que dans la salle, mais tu vas quand même rencontrer les clients, tu vas quand même vendre ta pomme Magritte excellente, qui est ton dessert signature au petit prêt, justement. J'essaye au maximum. Aujourd'hui, malheureusement, je ne peux plus passer que 3 à 4 services par semaine au petit prêt, parce qu'évidemment, aujourd'hui, j'ai beaucoup développé. Je fais pas mal de choses à l'extérieur aussi. Donc, mais j'y retourne toujours, évidemment. Je m'impose d'y passer plusieurs services par semaine pour toujours avoir bien le poumon et le pouls de ce qui se passe, pardon. Et puis, mais c'est pas facile. Mais aujourd'hui, j'ai bien formé des équipes. J'ai 100% confiance en eux. Ils font ma cuisine, qui est devenue aussi leur cuisine. Et on a une vraie brigade très solide. J'ai la plupart de mes collaborateurs aussi qui sont là. Je crois qu'on a une moyenne de 3 ans à peu près. Donc, sachant que là, j'en ai perdu 2 qui étaient avec moi depuis 6 ans. Donc, vraiment, on arrive à bien garder le personnel et qui prennent vraiment l'ADN de l'entreprise. Donc, ça, c'est le mieux dans la restauration. Ce qu'arriver à transmettre, c'est le plus difficile. Surtout transmettre rapidement comme ça. Bon, alors là, on est quand même sur la 7e année d'ouverture. Donc, maintenant, ça roule. Tu as combien de salariés sur les petits prêts? Sur les petits prêts, 32, je crois, à peu près. 32, 36, ça dépend un peu. Vraiment galère, là, j'ai vu les chiffres dans les médias, 200 000 postes vacants, c'est vraiment galère de trouver comment bien s'entourer. Oui, c'est vraiment compliqué pour plein de raisons, mais bon, aujourd'hui,
Le travail paye pas assez. C'est mon plus gros combat aujourd'hui, c'est que j'aimerais payer mes salariés beaucoup mieux que ce qu'on le fait. Justement, c'est le cas dans plein de pays où j'ai travaillé, où le montant des charges patronales et salariales était beaucoup plus faible, ce qui nous permet peut-être de payer mieux. Aujourd'hui, je suis quand même dans la moyenne nationale en termes de paye de nos salariés, ce qui est plutôt... c'est pas mal payé, hein, la restauration. Hein. On n'est pas très loin des 2 000 € plus ou moins pour les salaires moyens de l'entreprise, quoi. Ok. Voire moyen bas même d'ailleurs. Donc on est plutôt bien, mais par contre il y a des contraintes qui sont assez énormes. Alors nous on ferme le dimanche soir, mais sinon c'est quand même travail en coupure, midi et soir. J'ai essayé de trouver une balance. Donc moi en cuisine par exemple, ils font que 2 coupures par semaine, 3 journées continues, équipe du matin, équipe du soir. Voilà, mais je dois avoir en permanence au moins une douzaine de cuisiniers pour pouvoir faire tourner l'établissement. Donc malgré tout ça, ça reste difficile de recruter aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une majorité de main-d'œuvre étrangère. Ok. Oui. Aujourd'hui, j'ai même, pour te dire, j'ai aujourd'hui une assistante de direction qui s'est spécialisée dans le visa pour les étrangers. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment un service qui est dédié entièrement sur mes 2 établissements, quasiment, à faire du visa pour employer de la main-d'œuvre étrangère. Parce que les Français veulent plus du tout y aller ou parce qu'eux-mêmes partent le faire à l'étranger? Parce que les Français veulent plus travailler, ouais. Ok. Ah oui, ok. Alors, j'exagère un peu, hein. J'ai quand même 20% de Français, 25% de Français. Mais le reste, quand même... J'ai 25% de Français, j'ai 25% d'apprentis et 50% de main-d'œuvre étrangère. Ok. Je parle vraiment non français. Hein. Ils parlent même pas français? J'ai pas mal, j'en ai plusieurs qui parlent pas français. Ouais. Okay. Aujourd'hui, à la brasserie, on fait beaucoup de services en anglais. Ouais. Ok. Ouais. Donc ça me sert d'être allé à l'étranger un peu. Ouais. C'est clair. Mais en fait, je pense qu'effectivement, aujourd'hui... j'ai pas trouvé d'autres solutions. En fait, la meilleure solution que j'ai trouvée pour faire fonctionner les établissements, c'est ça, quoi. Parce que j'ai trop de mauvaises expériences ou d'expériences de passages trop courts qui ont fait de la formation. Enfin, je donne un exemple, mais j'en ai un il y a 20 ans, qu'à 20 ans, que j'ai formé pendant 2 mois, un gamin super bien, français, passionné de cuisine, et au bout de 2 mois, me dit, chef, en fait, travailler le week-end, c'est trop dur, quoi. Mais t'as très peu de formation, tu gagnes presque 2 000 € par mois, mais il a arrêté. Voilà. Je pense que les Français sont trop feignants aujourd'hui, dans le milieu de la restauration en tout cas. C'est une question piège, mais je pense qu'en tout cas, il y en a qui sont plus courageux, c'est sûr. Pas tous, hein, parce qu'attention, j'ai des apprentis en ce moment, mais c'est des machines de guerre. Hein. Là aujourd'hui, j'ai un chef français et un chef pas français, pour le coup, dans les 2 établissements. Les mecs, c'est machines de guerre, et j'ai des Français qui sont géniaux. Et j'en ai plein qui sont géniaux. En fait, il y a pas vraiment, il y a des exceptions partout. Mais je prends sur la majorité, la réalité, si je prends vraiment des faits. Aujourd'hui, les faits, c'est que j'ai 50% de main-d'œuvre étrangère et j'en ai 30% qui ne parlent pas français. Mais par contre, c'est les mecs qui sont là, on peut compter sur eux, ils font le travail, ils le font bien. Donc aujourd'hui, je suis hyper content. Et j'ai des gens, je te jure, du monde entier. J'ai beaucoup d'Asiatiques en règle générale. J'ai des gens d'Amérique du Sud, j'ai des gens d'Amérique du Nord, d'Amérique de l'Est. D'Europe de l'Est, pardon. J'ai vraiment des gens du monde entier. On parle un peu, comme je parle espagnol aussi, j'ai aussi des gens qui parlent pas français, qui parlent que espagnol, donc on fait que en espagnol. Il n'y a que toi qui peux leur parler, quoi. Ouais, c'est vrai. Tous les entretiens, je les fais, bien sûr. On s'est pas trop arrêté dessus là, au début du podcast, mais quand tu t'es fait enfermer du coup dans cette fameuse chambre froide pendant un certain temps. Bon, t'es pas très vieux, t'as quel âge? De 36. Donc tu vois, ça fait 10, 15 ans que c'est arrivé. Donc c'était déjà, je pense, un peu limite il y a 10, 15 ans. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui sont sortis et toi qui es resté? Est-ce que c'est pas la même chose finalement en termes de ratio de gens qui sont compétents aujourd'hui que ce que était à l'époque, puisque tu étais le seul à être resté avec Joël Robuchon? Ouais, alors après, il y en a même français ou le reste du monde, hein, on se passionne pour la gastronomie, puis à un moment donné, mais il faut être fort. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus du tout comme ça. Hein. Je vois comment nous, on est complètement l'inverse même. Hein. On fait très attention au bien-être en entreprise. Moi, aujourd'hui, je fais hyper attention à ça. Je demande à beaucoup de salariés chaque jour comment tu vas, comment ça va. Ouais. Rien à voir, mais ça n'a plus rien à voir. Et même aujourd'hui, dans plein d'entreprises, ça n'a plus rien à voir. Mais effectivement, je me rappelle quand on a, en autre anecdote, quand on a commencé la formation avec Julien, on était 48 dans nos classes. Je me rappellerai toujours, le premier jour de l'arrivée, le professeur principal, il nous dit, vous verrez, il y en a 2 qui vont rester dans la restauration sur les 48. Et ben, il avait raison, parce qu'aujourd'hui, de toute notre classe avec Julien, on n'est que 2 à être restés dans la restauration. D'où, justement, c'est un parallèle, mais ce qu'on fera après, le lancement d'une nouvelle activité que je vais faire bientôt, parce qu'il n'y a plus de chef aujourd'hui en France. Effectivement, c'est chef à la demande, c'est ce que tu veux faire. Et les autres, ils ont fait quoi alors, les autres camarades de classe? Est-ce qu'ils sont restés dans le secteur de l'hôtellerie? Non, de la la plupart, ils sont partis complètement changés, les horaires, la pression, ce qui n'est plus trop le cas d'ailleurs aujourd'hui, mais ils ont tous changé.
Pour comprendre un peu sur les chiffres, avant d'avancer un peu sur la suite de ton parcours, sur une assiette à 30 € par exemple, Ouais. comment sont répartis les coûts et qu'est-ce qui reste à la fin au restaurateur une fois que tout est payé justement? Ok. Et ben une fois que sur une assiette à 30 €, on va dire, je vais exagérer, mais pas tant que ça. Enfin, je vais résumer plutôt. On va dire que 30% des coûts, c'est ta masse salariale. Si t'es bon, attention, je parle de quelqu'un qui gère bien. Hein. De quelqu'un qui gère bien, et pareil, dans le moyenne gamme, dans celui dans lequel je suis. Hein. Parce que plus tu vas monter en gamme, moins tu fais de bénéfices, ça c'est sûr et certain. Okay. Donc, on peut dire plus ou moins que c'est 30% de personnel, 30% d'achat de matières premières, et ensuite, tu as 20%, tu dois avoir 20% de charges fixes, donc loyer, électricité, eau, compagnie, et derrière, il reste 10% pour le restaurateur. Donc, tu vois ce que ça fait sur 30 €, ça fait pas grand-chose. Il y a des produits, évidemment, sur lesquels on marge mieux, mais il y a des produits, par exemple, sur lesquels on margeait mieux, par exemple le café, avant, sur lequel on margeait très bien, mais vu les augmentations de café ces derniers temps, ça a complètement fait chuter la marge des restaurateurs. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui maîtrise bien ces marges-là, on va arriver dans un ratio plus ou moins comme ça. Plus tu arrives à gagner sur tes 12%, sur tes 10%, à monter à 12, à 14, voilà. Mais à un moment donné, tu peux pas non plus aller vraiment trop au-dessus, quoi. Il y a des coûts aujourd'hui, des charges fixes, justement, on est tous pareils, hein, quand l'électricité augmente, les loyers aujourd'hui qui sont très très chers. Tu vois, moi, sur les 2 établissements, effectivement, je suis à 43 000 € de loyer mensuel. Donc, tu vois, quand je me suis lancé là-dedans au début... tu vois, c'est costaud, ouais. Et puis sans salarié, donc tous les mois, il faut, avant d'avoir le premier jour du mois, quand je me lève, je me dis, OK, il faut que j'aille chercher tant ce mois-ci pour payer tout le monde et puis payer mes loyers, sans parler des charges, des fournisseurs, et ainsi de suite. Quoi. Et voir s'il reste un peu à la fin. Et rembourser la banque et tout ça. Exactement. Donc, ça avait beaucoup de contraintes. C'est-à-dire que tu regardes avec tes équipes toutes les semaines les conflits mondiaux, pour voir si les prix vont pas augmenter justement et adapter tes assiettes en fait. C'est presque un cours de trader que tu fais. Ouais, bien sûr. Il y a énormément de facteurs. Il y a la météo. Déjà, la météo, c'est un facteur de fou pour nous. Terrasse, pas terrasse, soleil, pas soleil. Les gens viennent, les gens sortent pas. Voilà. Il y a un peu la tendance aussi économique. Ça joue énormément aussi sur nous. Il y a vraiment plein de facteurs. Ouais. C'est un vrai métier de trader, tu as raison. Là, le cours de la marée, c'est très difficile à expliquer aux clients, par exemple, mais moi, il y a des fois où je me retrouve avec... moi, j'ai fait le choix, par contre, de faire que de la qualité, que du frais. On fait 100% de frais, évidemment, sur les 2 établissements. Des fois, il y a une tempête, il suffit qu'il y ait un peu trop de mer, les chalutiers, les pêcheurs sortent pas. Du coup, on n'a pas de poisson. Mais du coup, moi, j'explique comment sur mes 2 établissements à 400 couverts jour aux clients. Désolé, aujourd'hui, il n'y a pas de poisson et les marées ne sont pas sorties. Donc, il faut prévoir un peu, il faut arriver à essayer de garder, mais sans mettre au congèle, c'est compliqué. Quoi. C'est quoi la plus grosse difficulté avec un client que tu as dû gérer justement sur une anecdote qui te ressort plus qu'une autre, où tu as eu un client plus chiant ou... Il y en a tellement. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je peux dire, tu vois, par exemple, ça c'est pareil, c'est un vrai fait, c'est qu'aujourd'hui, mes serveurs, dans mon équipe de salle, de restaurant, j'ai beaucoup plus de serveurs qui arrêtent, mais c'est même pas j'ai beaucoup plus, j'ai 80% de mes serveurs qui arrêtent à cause des clients. Avant, la cause de démission, la numéro 1, c'est les clients. Ah ouais. La numéro 2, c'est les horaires de travail. Et la numéro 3, c'est le salaire. Voilà. Vraiment dans cet ordre-là. Et dans cet ordre-là, de 80%, 10%. Parce que les clients sont désagréables. Très, très difficile. Ouais, la clientèle française est très exigeante, très difficile. Attention, hein, je fais, tu vois, sur les 2, on va dire entre 400 et 600 couverts jour. J'ai une majorité de clients qui sont très sympas, qui sont super et qui reviennent très souvent, et bien sûr. Mais il y a une grosse partie de la clientèle qui est très, très difficile et qui touche tous les âges et qui touche toutes les générations, qui touche tous les continents. Et aujourd'hui, quand j'en parle avec des confrères, on a tous vraiment cette vraie problématique-là tu vois, même encore aujourd'hui, des gens qui claquent des doigts pour appeler un serveur, qui parlent très mal à un serveur. J'ai renvoyé une dame de 80 ans hier, ou il y a 2 jours, parce qu'elle a dit à ma serveuse, mais quelle gourde celle-là. Et puis en fait, son mari, il dit non, mais laisse tomber, elle est conne. Voilà. Ouais. Et la serveuse, c'était une jeune qui avait 20 ans, qui démarrait dans le métier. Et en fait, elle s'est pris ça dans la tronche et non, je suis pas d'accord, quoi. Donc quand je suis là, j'essaye de gérer parfois, mais en fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois, des fois au bout de la journée, ils en peuvent plus, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée de Emmanuel Picot, avec qui tu es associé justement sur l'autre restaurant, on va y arriver dans 1 minute, que tu as racheté au tribunal de commerce à la barre, qui était en faillite, mais qui disait qu'en fait, finalement, dans l'émission L'Addition, tous les jours, et même tous les services, tu poses... tes couilles sur la table pour être un peu vulgaire, mais tu remets ton titre en jeu, parce que une erreur, une mauvaise gestion de stock, le risque de l'intoxication alimentaire, le risque client, en fait, tu peux te faire dézinguer très vite, alors que nous, dans nos
industries plus technologiques, bon, si on fait des bêtises, on peut finir au tapis, mais ça met plus longtemps. Toi, c'est tous les midis, tous les soirs, ça peut s'arrêter. Bien sûr, bien sûr. Comme tous les restaurateurs de France, effectivement, on a 2 services par jour. On rentre dans notre pièce de théâtre 2 fois par jour. Et puis effectivement, ça peut monter très vite. Et justement, sur l'intoxication alimentaire, je pense que ça, c'est un vrai problème aussi de la restauration française. C'est que les gens sont vraiment très mal informés là-dessus. Nous, on fait des analyses très poussées, très régulièrement avec un laboratoire qui nous suit. Okay. Et effectivement, le problème de l'intoxication alimentaire nous est arrivé dans les 2 établissements plusieurs fois, comme dans tous les restaurants de France. Et en fait, des gens qui appellent, qui disent « Je suis venu manger chez vous, je suis tombé malade et c'est de votre faute et qu'est-ce qu'on fait quoi ?» Et en fait, pas du tout. À chaque fois, les analyses, on fait tout de suite une analyse. Il y a eu une seule personne et en fait, elle nous dit « Mais non, vous vous rendez pas compte, vous serrez la main de quelqu'un, vous prenez un virus, vous êtes malade peu de temps après. Ça n'a rien à voir. Des fois, genre, j'ai un mec qui vient, il mange une entrecôte bien cuite, il tombe malade peu de temps après et c'est de notre faute. Non, c'est pas de la faute du restaurateur. T'as pu tomber malade comme ça et ça arrive comme ça et c'est pas de notre faute et on se prend toujours des commentaires là-dessus. C'est très difficile, comme plein de restaurateurs d'ailleurs. Et le stress des contrôles sanitaires qui peuvent arriver à n'importe quel moment, c'est vrai ça? Que n'importe quand, quelqu'un qui peut rentrer dans la cuisine? Bien sûr, c'est vrai, mais alors j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. Moi, j'en ai eu, je suis à mon 3 ou 4e. Là-dessus, je mets en place des procédures d'hygiène qui sont drastiques. J'ai toujours été drastique avec mes équipes. On est 5 étoiles sur 5 en hygiène, effectivement, mais je pense que c'est un peu comme le contrôle financier. Quand tu fais les choses bien, je suis serein. Alors, je ne suis pas à l'abri de faire des erreurs, bien sûr, comme tout le monde, mais si tu fais les choses bien, je n'ai pas de stress par rapport à ça parce que je pense qu'on est carré, je fais tout pour qu'on soit carré, aussi bien financièrement que sur l'hygiène. Donc le contrôle, t'as peur, c'est comme quand t'es en voiture, tu vois, quand tu respectes les limites, on t'as un contrôle, écoute, si tu respectes les limites, tu peux te faire contrôler, normalement t'es dans l'ordre. Voilà, c'est le même principe quoi. Ok, justement, parlons du 2e restaurant dont on tease depuis un moment. Tu as décidé de reprendre une brasserie juste en face des Petits Prés qui était ton restaurant historique, mais qui était un peu particulier parce que autant le premier, tu as fait un emplacement classique et puis tu as fait l'apport pour te lancer, mais l'autre, tu l'as pris à la barre du tribunal de commerce. Il était donc en faillite. Il n'a jamais été rentable à l'époque où c'était le dirigeant qui le détenait. C'est une folie de faire ça ou c'est une stratégie très orchestrée? Non, je pense que il y a toujours une part de folie. De toute façon, quand on entreprend, peu importe dans quel domaine, il y a toujours une part de risque qui est énorme et une part de folie, une part d'inconscience. Effectivement, j'avais envie de faire de la grande brasserie française, la grande brasserie parisienne, vraiment traditionnelle française. En fait, tout simplement, moi, j'en ai marre d'aller dans des brasseries où on trouve des tatakis de thon sésame, où on trouve des trucs qui n'ont rien à voir avec la brasserie française. Aujourd'hui, la plupart des brasseries proposent des choses justement qui n'ont rien à voir avec la brasserie française. Sur Angers, je trouvais qu'il n'y avait pas ce type de brasserie parisienne traditionnelle avec la soupe à l'oignon, avec le tartare, avec le bourguignon, la blanquette de veau. Voilà, donc j'ai eu envie de faire ça. Voilà, j'avais envie de faire la cuisine française que j'ai appris avec ma grand-mère. Et donc, du coup, cette brasserie, effectivement, ça faisait 7 ans qu'elle allait pas bien. Elle a été presque 2 liquidations successives, 2 liquidations judiciaires successives, pardon. Et puis, en fait, en réalité, j'étais déjà en train de rentrer en négociation avec les anciens propriétaires avant qu'ils aillent au tapis. On n'a pas réussi à s'entendre. Je leur ai proposé un accompagnement qui s'appelle le prépa, qui est un accompagnement à la liquidation judiciaire. Comme ils étaient 5 financiers devant moi, ils m'ont rigolé au nez parce que j'étais le petit jeune qui n'allait pas leur apprendre la vie. Et puis 3 mois après, j'ai quelqu'un qui m'a aidé un peu sur le truc, qui arrivait avec le courrier de l'Ouest en première page. Regardez, chef, vous avez raison, ils sont tombés en liquidation. Et j'ai dit putain, hop, on fonce. Voilà. Donc au début, effectivement, on a foncé avec Julien, mon associé, tous les deux dans ce projet-là. Évidemment, on était, je crois, une quinzaine de restaurateurs à se battre dessus, puisque c'est un emplacement premium du centre-ville et la plus grande brasserie d'Angers. On s'est retrouvé en face d'un énorme groupe qui faisait 50 millions de chiffre d'affaires. Et ils ont remonté beaucoup au cocotier, donc ils nous ont fait beaucoup de mal. Et puis nous, on n'a pas voulu lâcher non plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai été chercher justement Emmanuel Picot, une personne que j'apprécie énormément, extraordinaire, qui a cru en notre projet et qui est venu à nous aider un petit peu, le petit coup de pouce de la fin qui nous manquait pour aller au bout du truc, quoi. Emmanuel Picot, qui est un entrepreneur effectivement angevin et qui a monté un empire, mais plus dans le milieu tech, avec Evolis, qui a été revendu à 250 millions d'euros, je crois, l'année dernière. C'est ça. Donc maintenant, il a une activité de business angel où il aide les projets qu'il aime beaucoup et effectivement, tu en fais partie. Donc c'est un trio de personnages, du coup, avec Julien, qui doit être amusant au quotidien, l'actionnariat de la boîte, quoi. Ouais, c'était génial d'avoir un actionnaire. Au début, c'était pas du tout notre objectif. Enfin, là, on reste archi majoritaire avec 97% de nos parts, de la part de l'entreprise. Mais Emmanuel nous apporte un conseil, même une fraîcheur, une vision qui est. Mais je souhaite aujourd'hui, on souhaite même pas qu'il parte au final. On a envie qu'il reste avec nous parce que l'association, elle est super et même pour nous qui sommes des jeunes entrepreneurs, même si aujourd'hui, voilà, on a construit quelque chose d'assez
conséquent, mais d'avoir une telle analyse, une telle expertise, c'est une chance énorme. Mais vous avez une belle complicité, on l'a vu dans l'addition tous les deux, c'est assez amusant. Et comment ça se passe justement le tribunal de commerce? Tu l'as raconté rapidement dans l'émission, c'est pas forcément celui qui met la plus grosse somme financière, parce que c'était d'ailleurs pas ce que vous avez fait, c'est celui qui a le plus beau projet. Mais combien de temps ça dure entre le moment où tu déposes le dossier, l'avis final, quand est-ce que tu récupères les clés, est-ce que tu as un mandataire judiciaire qui vérifie ce que tu fais? Oui, bien sûr. Donc effectivement, de mémoire, elle est tombée en liquidation judiciaire autour du mois de juin. Et puis ensuite, il y avait un dépôt des dossiers assez rapidement. Okay. Ensuite, il y a eu des études des différentes offres. Ensuite, le mandataire judiciaire, justement, et le tribunal de commerce ont retenu 8 offres, je crois. Okay. Nous ont permis de améliorer nos offres. Donc là, il y a évidemment dans l'offre, tu mets reprise du personnel, quel est ton projet, reprise des créanciers au maximum évidemment. Mais là, c'était beaucoup trop grand. Donc on pouvait pas tout reprendre, que ce soit nous ou les autres. De toute façon, il fallait un peu couper, quoi. On n'avait pas le choix pour avoir un business. Comme nous avait dit, je me rappelle, le président du tribunal de commerce, ça fait 2 fois qu'il voyait cette brasserie-là, il voulait pas l'avoir une 3e fois. Okay. Pour eux, la chose principale, c'était la pérennité du projet. C'était vraiment dans le temps d'avoir quelqu'un qui dure, quoi. Et nous, c'était vraiment notre objectif, contrairement, je pense, aux autres qui étaient avec nous, même s'ils auraient duré un petit peu aussi. Mais nous, on portait un vrai projet du territoire, on portait un projet vraiment sur la durée, on avait fait nos preuves avec le premier établissement. Et puis surtout, je pense que c'est ça qui a fait l'énorme différence, c'est que nous, on s'est engagés, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui. Enfin, si je prends les 2 établissements, je fais quasiment entre 1,5 million et 1,8 million d'achats hors taxes sur le territoire en matières premières. Okay. Que ça soit en tant que vigneron, en tant que produit pour la restauration, quoi, de cuisine, quoi. En légumes, en marais, en fromage, en viande. C'est énorme. Voilà. Ouais, c'est énorme. En termes de répartition dans ton chiffre d'affaires. Bien sûr. 6,5 millions sur les 2. Ouais, voilà, plus ou moins. Donc, c'est à peu près ça, en fait. C'est 30%, plus ou moins, à peine 30% de ma... Évidemment, j'ai d'autres choses que je peux pas acheter sur le territoire, mais notre viande est 100% française et à 80% vient du territoire. On travaille beaucoup de ferments directs. Et puis, c'était très important pour nous de faire marcher justement les acteurs locaux. Moi, j'étais trop content. Je sais qu'on a été énormément soutenus justement par tous nos fournisseurs qui espéraient qu'on ait la brasserie parce que ça allait doubler ou tripler les quantités qu'on leur achetait déjà. Donc, évidemment, ils étaient super contents. Et je pense que c'est ça vraiment. Au tribunal, j'y suis allé avec ma carte du Maine-et-Loire et j'avais pointé dessus tous les vignerons et tous les fournisseurs. Et quand on voyait tout le maillage du territoire, forcément, les autres qui avaient une centrale de surgelés au sud de Paris, c'était pas le même projet, quoi. Tu avais fait tes devoirs et tu avais le plus fin et tu étais le plus local. Donc, on a bien pitché. Ouais, c'est comme quoi, effectivement, le travail finit par payer. Donc, après, par contre, attention, on n'a pas eu tout le monde. On n'a pas réussi à embarquer tout le monde. Le mandataire judiciaire, il y en avait bien sûr qui voulaient les créanciers. Et aujourd'hui, il y avait une telle dette que le plus important, c'était de pouvoir payer les créanciers. Et nous, on proposait quand même 300 000 € de moins. Donc, c'était quand même quelque chose d'important. Mais dans la durée et dans le projet global, derrière, ils allaient s'y retrouver. Donc, finalement, on va dire que c'est les banques qui sont malheureusement perdu le plus. Mais nous, ils ont réinvesti en nous choisissant. Ils ont choisi, on va dire, les fermiers, la ferme et le local et les vignerons et plutôt que les banques. Et je suis très fier. Ouais, bravo pour ça encore. Et c'était une opération à combien sur cette... Alors, nous, on a réussi à avoir l'établissement à 2,2 millions. On a proposé 2,2 millions et les auautres en proposaient 2,5 millions. De toute façon, ça, c'est des chiffres qui sont sur la place publique. Donc, Et dans ces 2,2 millions, du coup, tu as une partie qui va... pour payer les créances des bêtises, entre guillemets. Exactement. Complètement. Okay. En fait, 2,2 millions, c'est ce qu'on a dû donner en séquestre en plus au tribunal. C'est pareil, il a fallu quand même convaincre les banques parce que du coup, on y est allé et là, on a fait un pool bancaire avec le Crédit Agricole et le CIC qui nous ont accompagnés sur ce projet et je les remercie. On s'est pris une porte sur toutes les autres banques quand même. Donc, heureusement que ces deux-là nous ont suivis parce que sinon, c'était pas possible. J'avais encore une dette senior aussi qui était quand même relativement importante. Donc, c'était pas évident d'aller relever. Genre, évidemment, on a mis une partie en apport, bien sûr, de notre part. Emmanuel nous a suivis aussi sur la fin. Mais il a fallu convaincre tout le monde du projet, d'aller au bout. Et puis ensuite, après, une fois que c'est fait, tu as les clés. Et puis le lendemain, c'est allez-y. Donc le 4 octobre, jugement du tribunal. On pensait, on était un peu 50-50. On a eu un avocat extraordinaire aussi, le cabinet ACR d'Angers. Là, il a fait sa partition de théâtre incroyable. Je pense que vraiment, on avait un projet extraordinaire, on avait un avocat extraordinaire et du sérieux avec Emmanuel Picot. Donc c'est ça qui a réussi à convaincre les juges. Mais par contre, une fois qu'on a gagné, on nous a remis les clés le jour même et on nous a dit bon courage, demain, il y a 25 000 € de loyer à payer, il y a 45 salariés à payer et c'est parti à partir de demain, quoi. Et t'as pas eu peur? Je sais pas, j'ai pas dormi de la nuit, évidemment.
Si, bien sûr. Quand tu reprends un tel truc, ça fait quand même 7 ans que ça perdait de l'argent, il y avait une dette qui était phénoménale, on risquait de tout perdre. Bien sûr, en se lançant là-dedans, on avait aussi la probabilité de perdre le premier restaurant et de perdre tout ce qu'on avait investi. C'est toujours ça l'entrepreneuriat, hein. C'est un risque, mais puis nous, c'est un risque, comme on disait tout à l'heure, qu'on met 2 fois par jour sur la table, quoi. Donc, et aujourd'hui, j'en suis pas sorti, hein. Ça fait 2 ans et demi qu'on a la brasserie. J'arrive sur la fin, il me reste plus qu'1 an sur les petits prêts, donc ça va évidemment nous apporter beaucoup d'air. 1 an de crédit, tu veux dire? Pardon ? 1 an de crédit qui reste sur les petits prêts. Ouais, voilà, il reste plus qu'1 an de crédit sur les petits prêts, mais derrière, il reste encore 5 ans à faire sur la brasserie, donc c'est pas encore gagné. Il y a beaucoup d'ouverture, la concurrence, elle est très très rude en France. Il faut être bon tout le temps, tous les jours, partout. Pas évident. Et tu as réussi à quand même, là, sur l'établissement de la brasserie, à remettre les comptes au vert? Bien sûr, là aujourd'hui, je suis fier d'ailleurs de le dire, ça fait 2 années qu'on gagne de l'argent, on en gagne plus cette année que l'année dernière, donc c'est super positif. Évidemment, on en voudrait toujours plus, la conjoncture économique, j'en voudrais plus pour pouvoir mieux m'en sortir, on va dire. La conjoncture économique, elle est très difficile, l'année dernière elle était très difficile, cette année elle est encore plus difficile pour tous les restaurateurs, donc il faut se battre, on n'est pas sorti de l'auberge, on ne sort pas un tel établissement de l'ornière comme ça non plus. Il y a des investissements qui seraient à faire, qui serait nécessaire à l'intérieur, j'en ai conscience. Le fait est que comme le prix a beaucoup remonté à la barre, aujourd'hui ça nous empêche de mettre cet argent dans la brasserie. Donc on a encore besoin de quelques années pour pouvoir vraiment souffler un peu, pouvoir réinvestir, à la relancer et tout. Mais moi j'aime faire des projets économiques qui sont stables et viables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis pas quelqu'un qui va dire ok allez je reprends 200 000 là, je redemande et là on y va, on remet tout, on remet de la déco partout et tout. On le voit bien, l'ancien propriétaire c'est exactement ce qu'il a fait, il a voulu faire des trucs qui clinquaient et puis finalement aujourd'hui il n'y a plus rien. Donc c'est pas, moi je préfère faire des choses stables. J'ai beaucoup aussi investi sur le personnel, d'aller payer correctement, à les fidéliser, à les former. Aujourd'hui, moi j'aime plus mettre de l'argent aussi dans l'assiette que dans la déco. Il y en a certains qui me le reprochent, qui me disent mais tu vois, mais des fois je te jure les gens ils me disent mais le cendre de Loire qui te coûte une fortune, mais les gens tu leur mets du cendre ils s'en foutent. Mais non ils s'en foutent pas. Mais non, mais moi je défends. C'est plus que ça, c'est des valeurs en fait qui sont dans cette brasserie. Alors elles se voient peut-être pas forcément de l'extérieur, mais en fait aujourd'hui je préfère payer plus cher et faire vivre mes fournisseurs, le local et tout, et puis choisir le produit. Tu vois, je te donne un autre exemple aujourd'hui. Je me bats contre la truffe. La truffe, c'est un truc de folie. Aujourd'hui, tu vois des gens qui te foutent de la truffe partout. Il n'y a plus 1 gramme de truffe. C'est que de l'huile, c'est que de la tartufata dégueulasse. Moi, c'est Madame Hubert avec Cybèle, son chien, qui va chercher les truffes à côté de Baugé, et quand elle en a pas, et nous on dit aux clients, les pâtes, aujourd'hui, il y en a pas, parce que Cybèle, elle a pas ramassé de la truffe, donc il y en a pas. Mais par contre, tu vois, j'ai plein de confrères, je les juge pas, ils font ce qu'ils veulent, mais sauf que malheureusement, il y a de la désinformation sur le client, parce que finalement, on leur vend plein de trucs à la truffe, alors qu'en réalité, c'est pas de la truffe, et c'est très dommage. Donc moi, oui, je paye ma truffe 600, 800 € le kilo en pleine saison, et des fois, je suis à peine rentable sur mon assiette à la truffe, mais ça me fait plaisir de faire plaisir aux clients, et je considère que mon métier, c'est ça. L'amour du bon produit. Ouais, bien sûr. Jamais de la vie, je mets un mauvais produit dans une assiette. En fait, ça, c'est la formation Robuchon. Je peux pas envoyer ça. En fait, moi, je peux pas. C'est viscéral. Je peux pas envoyer si c'est de la merde. Donc moi, je fais attention à ce que les gens mangent frais, bien, bons produits de qualité et voilà. Du coup, là, ce que tu me dis me fascine parce que, de ce que je comprends, l'établissement, il n'a pas trop bougé. Tu as gardé une partie du personnel parce que c'est ce que tu t'étais engagé à faire auprès du tribunal de commerce. Ouais. Et tu arrives avec à peu près les mêmes ingrédients à faire une recette différente, c'est le cas de le dire, et de faire un établissement rentable. Est-ce que tu peux nous expliquer, je sais pas si c'est 1, 2 ou 3 petits trucs que tu as mis en place, que les gens pourront se figurer et mettre en place aussi dans leur business à eux, pour que l'établissement soit rentable alors que tu as gardé à peu près les mêmes meubles et les mêmes personnes, quoi. Qu'est-ce que tu as changé que le faisait mal l'autre ? Déjà, je pense qu'il y a un truc qui a vraiment changé, c'est le salaire de la direction. Ok. Voilà, donc le mien. Voilà. Clairement, aujourd'hui, mon comptable, pareil, j'ai pas de problème à dire ça, mais il me dit souvent qu'on est les chefs d'entreprise les moins bien payés d'Angers par rapport au chiffre d'affaires qu'on fait. Mais moi, je considère qu'on se paiera, ça paiera à la fin ou ça paiera quand ça pourra payer. Aujourd'hui, la priorité, c'est de pérenniser les entreprises, c'est de faire des entreprises qui sont viables économiquement. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Évidemment, un dirigeant qui se paye trop fort par rapport à la possibilité de son entreprise, c'est le meilleur moyen de la précipiter. L'année était difficile et ont été difficiles. On a baissé nos salaires pour pouvoir redonner de l'air aux entreprises. Et puis on remontera quand on pourra et j'ai pas de problème avec ça. Ensuite, évidemment, on a la maîtrise des charges, des coûts. Aujourd'hui, on a une assistante de direction qui est fantastique et sur laquelle on met sur la négociation de plein de prix, que ça soit l'assurance, que ça soit l'électricité, les contrats fournisseurs, des choses comme ça. On fait très attention à ça. C'est pas parce que non plus je fais vivre des fournisseurs locaux que je fais pas attention au prix et que je les mets pas en concurrence.
concurrence. C'est-à-dire qu'aussi, quand même, je fais attention à ça. Je tiens à ce qu'il soit payé au juste prix, mais je fais quand même marcher la concurrence parce que j'ai pas le choix. Sur la viande, principalement, aujourd'hui, la viande et le poisson, ça vaut très très cher. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis ensuite, voilà, tous les frais généraux, le personnel aussi. Hein, aujourd'hui, quand on a repris... je me demande même bien s'il n'y avait pas plus de 50, où il y avait une cinquantaine de salariés, et aujourd'hui on a quand même beaucoup baissé, on est à 37, 40 à peu près, quoi. Okay. Donc on a aussi baissé ça. Moi je fais beaucoup d'heures pour essayer de combler un peu ça, on est très attention à la saisonnalité. Il y a énormément à chaque fois on fait attention à plein de petits coups, à plein de petits centimes partout, et puis c'est ça qui fait à la fin qu'on s'en sort ou pas, quoi. Et puis être prêt au bon moment aussi, parce qu'un jour où il fait beau et que tu es sur la fête des mers, tu te fais défoncer, et puis à la fois en plein mois de février, un mardi soir quand il pleut, tu fais 30 couverts, quoi. Donc il faut être prêt à ça. Et tu m'as dit une phrase qui était très symbolique hors caméra l'autre jour après le tournage de l'addition, c'est tu regardes plus ce qu'il y a dans la poubelle que ce qu'il y a dans l'assiette pour justement essayer ce qu'il y a sur les comptes. Ce qu'il y a sur les comptes, pardon. Pour justement essayer de faire des économies et que ça fasse plaisir à l'entreprise et à la fin aux salariés. Exact. Là, tu regardes ce que vous jetez et vous essayez de jeter le moins possible. Exactement. Ouais, déjà, je trouve que c'est très important de travailler sur le zéro déchet. Voilà, c'est une question d'écologie aussi. Je suis un enfant du territoire et de la campagne, donc on fait attention à ça. Et puis effectivement, j'ai plus le nez dans la poubelle que dans les comptes. Ça, c'est clair. C'est clair. Je fais attention, je leur dis attention, ça, on aurait pu le revaloriser comme ça, on aurait pu faire ça. On fait tous nos bouillons, tous nos jus, tous nos purées, nos chips. Voilà. Il y a tellement de choses à faire avec ce qu'on jette. Et puis, des fois, quand on arrive à faire des plats du jour avec ça, je leur dis, voilà, au lieu de jeter, regardez, on peut retravailler ça comme ça, comme ça. C'est le meilleur moyen aussi d'avoir une économie viable et stable. Et là, tu te lances dans un nouveau défi qui est un chef à la demande. Tu veux nous expliquer un peu ce que c'est? Tu as fait le constat il y a effectivement de plus en plus de concurrence, mais de moins en moins de chefs dans les cuisines, où il y a de plus en plus de chefs qui font des bêtises que tu as repérées. Et donc, tu es en train d'essayer de lancer une offre pour justement aider les investisseurs, aider les entrepreneurs qui veulent lancer des restaurants avec des fiches techniques que tu vas élaborer, en les accompagnant justement sur l'achat des marchandises, en leur faisant des prix de gros avec les prix que toi, tu négocies en tant que Samuel Albert. Est-ce que tu peux nous en parler de cette pénurie et de ce que tu mets en place pour la contrer? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, je pars d'un constat assez simple. Comme on disait tout à l'heure, on était 48 dans la classe, on n'est plus que 2 à la fin. Et ça se répercute évidemment sur les chefs de cuisine et les directeurs de restaurants. Aujourd'hui, la majorité de nos employés, ils ont entre 20 et 25 ans. Ils arrêtent à 30 ans ou avant. Donc finalement, ceux qui sont capables de prendre des directions ou de monter leur propre établissement, on est très peu à la fin. Aujourd'hui, avec la difficulté, les charges de personnel, on voit beaucoup de restaurateurs propriétaires que des petits établissements de 20 couverts, 30 couverts maximum pour être 2-3 en cuisine et puis en salle, des couples par exemple. Et donc du coup, le constat, il est fait qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, plus de 4 restaurants sur 5 qui s'ouvrent en France, c'est des investisseurs qui le font. Mais le problématique qui se pose pas d'ailleurs assez comme question, c'est qu'ils vont prendre qui comme chef. Je peux redonner plein des exemples de rien que dans notre ville, mais dans plein d'autres villes. Aujourd'hui, voilà, ils ouvrent des restaurants, puis finalement, ah ouais, mais merde, en cuisine, on trouve des commis, on trouve des chefs de partie, mais il y a plus de chef, il y a plus de second, il y a plus personne. Donc en fait, il faut répondre à cette problématique-là. Et aujourd'hui, moi, avec l'expérience que j'ai réussi avec mes 2 établissements à former des bonnes personnes dans mes établissements. Mais aujourd'hui, j'ai pas de chef dans mes établissements. J'ai des responsables de cuisine qui sont un peu plus responsables que les autres, mais j'ai mis en place des processus de commande, de gestion de l'hygiène, de planning, et puis surtout de gestion des coûts, des matières premières, de façon à ce que le restaurant soit rentable, même sans moi. Et puis donc pour moi ça c'était déjà important par rapport à la gestion de l'entreprise et puis pour la revente future. Et en fait quand je me suis rendu compte que j'avais plusieurs confrères ou amis ou connaissances qui me disaient ouais, on a acheté un restaurant mais le galère en cuisine, ça va pas. Et en faisant des petits audits réguliers, juste comme ça, tiens tu peux jeter un coup d'œil en cuisine voir ce qui se passe, je leur dis mais attends ça va pas du tout, ça va pas du tout. Puis en fait à force de voir des personnes avec cette problématique là, je me suis dit aujourd'hui il y a un vrai sujet là-dessus. Et donc du coup je suis en train de monter une 3e entreprise dans laquelle je propose mes services pour avoir une gestion globale de la cuisine et de remplacer, on va dire, le poste de chef. Donc aussi, je pense qu'avec Top Chef et tout, mais mon point fort, c'est culinairement parlant, c'était la créativité. Je pense quelqu'un d'assez créatif, j'aime beaucoup créer. Donc du coup, je m'adapte au type de restaurant. Et comme j'ai voyagé au plus partout dans le monde, aujourd'hui, je connais beaucoup de cuisine. Donc un restaurant asiatique, je ne vais pas dire ça, mais un restaurant japonais, un restaurant italien, un restaurant espagnol, un restaurant français, peu importe, voilà, je m'adapte.
Et je crée une carte biannuelle. Voilà, moi, dans mes établissements, je change la carte 4 fois par an parce qu'on fait tellement de produits frais, tellement de saisonnalité qu'il faut que je la change 4 fois par an, mais on peut faire quand même des cartes biannuelles, automne, hiver, printemps, été. Et donc voilà, je mets en place tous les processus de commande. Je propose avec ça les tarifs négociés que j'ai avec mes fournisseurs. Okay. Et puis aussi toute la mise en place de l'hygiène en cuisine, du suivi et surtout de la maîtrise des coûts. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, j'accompagne un restaurateur sur la côte et du coup, c'est un couple d'investisseurs qui ont monté ça. Et en étudiant rapidement sa carte, je lui dis, tu sais que ton ancien chef, tu vends un sandwich, un petit lobster roll en entrée. Tu le vends 14 € ton sandwich. Il te coûte 20 €. Donc à chaque fois que tu en vends un, tu donnes 14 € de sandwich plus 6 € à ton client. Ça l'a rendu folle. Et en plus, en regardant dans ses stats, elle m'a dit, c'est ma meilleure vente. Voilà. Donc en fait, c'est un restaurant qui perd pas mal d'argent chaque année. Donc voilà, moi je fais de l'étude de carte comme ça, je remets tout à jour, je mets des marges fixes, plus ou moins fixes, on va dire, en fonction des produits. Mais l'idée, c'est d'accompagner et je veux me positionner entre le restaurateur qui fait zéro, qui gagne pas d'argent ou pas beaucoup, et puis Cauchemar en cuisine, quoi. Voilà, juste avant. Juste avant Cauchemar en cuisine, où là, faut pas se mentir, c'est quasiment trop tard. Ouais. C'est quasiment trop tard. Voilà, il faut. Et puis surtout, ce qui est intéressant pour moi dans ces moments-là, c'est d'avoir des cuisiniers qui sont réceptifs, qui ont envie de travailler avec moi, qui ont envie d'apprendre. Voilà. Et puis l'idée, c'est de pas forcément justement de supprimer un peu le poste de chef, parce que de toute façon, j'exagère un peu, mais des chefs, il y en a plus. Et il y en aura de moins en moins, puisqu'aujourd'hui, passer 30 ans dans la restauration, il reste plus grand monde, quoi. Et aujourd'hui, je vais pas te mentir non plus, les restaurateurs que j'accompagne, ils me disent souvent, en fait, on a vu un chef, finalement, il a duré 6 mois, finalement, il nous demandait 4 000 € par mois, et entre autres, par exemple, celui dont je parle, c'était plus ou moins ça, quoi. Et c'est des chefs qu'on paye très cher, et finalement, qui n'ont pas la compétence réelle pour faire le truc, quoi. Et tu penses pas que l'intelligence artificielle peut répondre à une partie des problématiques que tu évoques là? Je pense que justement, alors c'est vrai qu'il y a un vrai développement sur l'IA, mais elle ne pourra jamais remplacer la créativité, parce qu'en fait, je vais te donner un exemple. Moi, les restaurateurs que j'accompagne, c'est exactement ça. Ils m'ont fait une carte avec l'IA en disant, voilà, c'est ça qu'on veut. Notre restaurant type de cuisine, c'est ça qu'on veut. Je leur ai démonté leur carte point par point, parce que je leur ai expliqué, je leur ai dit, tu vois, ça avec deux cuisiniers, tu peux pas le faire. Ça prend trop de temps. Ça, la DLC, ça va pas tenir, parce qu'il faut que tu aies un truc qui tienne la DLC, sinon tes gars, ils vont pas être assez vigilants, parce que je connais l'histoire. La DLC, c'est pareil. Nous, on achète un produit, 3 jours après, il est mort, hein. Donc, il faut absolument le vendre, il faut tenir ça. Il y a tellement de contraintes que l'IA ne pourra jamais te faire une carte. Et en plus, pendant le service, penser à comment organiser. Moi, je vais pour organiser une cuisine. Donc, je prends le truc de A à Z et l'organisation et le savoir-faire, en fait, l'IA ne pourra jamais le remplacer. Donc là, il y aura un vrai sujet. Et c'est quoi l'erreur que font le plus les restaurateurs, nous, ou en tout cas les chefs non professionnels, que tu vois le plus? Est-ce que c'est en termes de stock? Est-ce que c'est le DLC? Est-ce que c'est l'orga? Est-ce que c'est les prix? Celle que tu vois à chaque fois et tu te dis, le premier truc à faire déjà, à changer pour que vous soyez rentable, c'est ça. C'est tous les points que tu viens de dire, en fait. C'est ça le problème de notre métier, c'est que c'est un métier tellement à part, tellement difficile. Il y a tellement de choses à gérer dans l'hygiène, dans la pro, dans la DLC, dans la faisabilité, dans l'envoi. Je vois des fois des gars qui me disent, ouais, mais en fait, le patron, il veut ça. Ouais, mais ça, c'est pas possible, en fait. Il peut pas le faire. Le cuisinier, il sait que ça va pas sortir bien. Mais le patron, il dit, si, moi, je veux ça. Et donc, du coup, comme il y a personne entre les deux, le gars, ils le font et finalement, ils font de la merde. Excuse-moi du terme, mais c'est ça. Et en fait, il y a tellement de choses. C'est un métier tellement à part, comme c'est un business tellement à part. Dans 10 ans, Samuel Albert, c'est quoi? C'est une chaîne de 10 restaurants qui cartonne. C'est quelqu'un qui, justement, est dans le conseil avec son image. C'est une émission télé. Qu'est-ce que c'est? Ouais, dans 10 ans, je suis assez... Je laisse les projets venir, je laisse la vie se faire. Aujourd'hui, je suis très heureux avec mes 2 établissements. Ça fonctionne bien, je suis proche de mes équipes. Je prends énormément de plaisir à travailler avec mes fournisseurs historiques, à venir travailler tous les jours. Je développe d'autres choses sur le côté. Ça me plaît bien. Je commence à prendre du temps pour ma famille et j'en avais besoin aussi. Donc finalement, en fait, c'est surtout c'est que dans 10 ans, si je suis encore comme je suis aujourd'hui, ça me va. Donc s'il y a d'autres choses qui se développent, pourquoi pas? Je suis jamais fermé, je suis ouvert à plein mal de choses. Et puis si ça reste comme ça me va aussi. Donc je me pose pas trop de questions, je suis content de ce qu'on fait, je suis content de ce que je fais dans ma vie. Et voilà.
Est-ce que tu peux nous dire justement un peu ton quotidien de restaurateur aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est un quotidien? Est-ce que tu es plus entrepreneur à être la tête dans les comptes et dans la poubelle un peu aussi? Ou est-ce que tu es plutôt en service? C'est quoi le quotidien? Non, je fais encore beaucoup de services. Je fais au moins 3 services par établissement, donc 6 services par semaine. Plus après le côté entrepreneur, plus justement les partenariats que je fais, particulièrement avec Mercedes, avec Cointreau, avec qui je bosse historiquement depuis toujours, quoi. Enfin, depuis que je suis revenu en France. Plus des voyages. Là, je reviens. Là, j'étais à Hong Kong, à Tokyo et à Séoul il y a 2 semaines pour Cointreau. Je fais des choses comme ça. Le conseil aussi. Donc, je partage mon temps un peu dans tout ça. Plus le nez quand même un petit peu dans les comptes. Pas tant que ça, parce que j'ai des gens en qui je fais bien confiance qui gèrent ça. Mais je travaille quand même minimum 70 heures et maximum 90 heures par semaine. 90 heures sur les grosses périodes quand même. Bien sûr, période de Noël, novembre-décembre et puis juillet-août, je prends un jour de repos et je fais 90 heures semaine, ça c'est sûr. Okay. Ouais, bien sûr. Et puis en plus, je pense que moi j'ai toujours aussi, en anglais on dit ça et pour moi ça c'est vraiment la phrase que j'impose à tous mes responsables, c'est lead by example. Et moi je me mets vraiment ça, je me l'applique aussi évidemment à moi-même, c'est qu'il faut montrer l'exemple tout le temps. Donc moi tu peux me croiser à la plonge de la brasserie le samedi après-midi, souvent c'est moi qui l'a fait parce qu'il y a trop de plonges et du coup je vais donner un coup de main. Et puis pareil, quand le plongeur il est pas là, je dis ok, ce sera moi ce soir. Et puis en fait, quand le chef ou le patron il est à la plonge, alors tout le monde peut y aller, quoi. Donc il y a ça. Tu vois, je m'impose aussi, par exemple, c'est con, mais je sors les poubelles de mes établissements quasiment tous les soirs où j'y suis. C'est moi qui sors les poubelles parce que pareil, je considère que je passe la raclette, je fais le ménage, je fais un peu tout ça. Bien sûr que je devrais peut-être ne pas le faire et puis rentrer chez moi, mais pour moi ça fait partie de mon métier. Je fais de mon métier, autant je vais avoir rendez-vous avec la banque l'après-midi et le soir je vais sortir les poubelles, le lendemain je vais être à la plonge, je vais reprendre les entrées, je vais prendre la viande, donc j'essaye d'être un peu le passe-partout, celui qui remplace, celui qui est là pour les équipes, quoi. Et comment tu arrives à équilibrer avec justement la vie perso ou même du sport? Est-ce que tu fais du sport à côté? Comment tu fais pour tenir la longueur? Parce que c'est un marathon finalement. Ouais, bien sûr, non, j'ai grossi un peu, je fais pas beaucoup de sport. J'aimerais beaucoup en faire plus. Très très dur, j'aime bien le golf parce que ça me fait marcher en pleine nature, ça s'est beaucoup démocratisé et ça me plaît. Et c'est drôle d'ailleurs parce que je fais du golf avec des gens, avec des fermiers, avec des gens qui ont des fermes et tout. Ça me fait trop rire à chaque fois, on se retrouve ensemble et j'adore ça. Un peu de kayak aussi parce que c'est facile, je sors mon truc, je vais sur l'eau, mais bon, quand je te dis kayak, c'est genre j'y vais 6 fois l'année, quoi, 8 fois l'année grand max, quoi. Okay. Le golf c'est pareil, hein. C'est bien un sport de celui qui a réussi, ça, le golf. Oui et non, je te dis, aujourd'hui j'y vais, en vrai je te jure, vraiment j'y vais avec des paysans, quoi, et je me considère comme un paysan aussi. Il y a plein de paysans qui réussissent, hein. Ouais, non, mais bien sûr. Après, ouais, non, bien sûr, complètement. Moi je considère pas la réussite comme la réussite financière seulement, hein. La réussite elle est humaine, elle a plein d'autres vertus. Et ouais, non, j'aime bien ça. En plus ça s'est démocratisé, c'est beaucoup moins cher aujourd'hui, tu vas un peu partout, tu voyages avec ça et tout, ça me plaît bien, j'aime bien l'image aussi que ça a aujourd'hui. Et la vie perso, j'essaye, je m'impose de prendre le mercredi pour m'occuper de mes filles. Je veux qu'elles se rappellent quand elles seront grandes que tous les mercredis c'était papa qui les gardait et qu'on faisait des trucs ensemble et tout. Voilà. On fait beaucoup de potager. J'ai un potager de folie chez moi, par exemple. C'est pareil, j'ai des poules, j'ai tout. Enfin, chez moi, c'est pareil, c'est une vraie ferme. Mais je m'impose ça aussi parce que je veux que mes enfants mangent bien et que je leur explique que la tomate, ça se mange de juillet à août et qu'en ce moment, on mange encore des choux parce qu'ils poussent encore dans le jardin et on va les chercher ensemble. Et hier, on a planté les graines. C'était avec mes 2 filles, c'était super. Ouais, c'est super précieux. Exactement, c'est très précieux. Et si ta fille venait de te voir en te disant papa, je veux être restaurateur demain, tu lui dirais vas-y ou pas? Ça, en vrai, c'est vraiment une question que je me pose assez régulièrement. Je pourrais pas l'en empêcher si elle a la passion comme moi. Évidemment, elles feront ce qu'elles voudront. Je vais dire que je lui conseillerais pas parce que aujourd'hui, c'est quand même très très dur. Je pense que c'est un métier, quoi qu'il arrive, où on peut gagner de l'argent. Attention, c'est un métier qui rapporte quand on le fait bien, je pense, et qui a il y aura toujours des gens qui voudront manger à l'extérieur. Le restaurant, ça existe depuis, je sais même plus d'ailleurs l'histoire du restaurant. Enfin, je la connais, mais c'est même plus la date exacte, mais c'est très très vieux. Il y aura toujours. Donc oui, on peut le faire et on peut le faire bien. Oui, on peut gagner de l'argent, mais après, c'est dans la vie, je pense que tout est comme ça. On n'a rien sans rien et que c'est très dur. Complètement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années, justement, dans le Samuel Albert de dans 10 ans? Est-ce que c'est d'avoir une étoile Michelin, par exemple? Non, pas du tout. Ça, c'était mon choix aussi de départ. Moi, je suis quelqu'un, ma valeur, on va dire le plus important, c'est la liberté. Moi, j'aime être libre. Les notes, les guides, ça n'a jamais été mon truc, même si pourtant j'ai fait beaucoup de 2-3 étoiles Michelin, ainsi de suite. Mais ça n'a jamais été mon truc. Je ne suis pas toujours d'accord non plus avec les notations, ce qui se passe là-dessus. J'ai des anecdotes à te raconter qui te font complètement voir le guide différemment. Voilà, il y a beaucoup de
politique de copinage, de je paye, Ok. je paye pas. Bien sûr, on m'a proposé des choses. Enfin, comme tout le monde, hein, d'ailleurs, c'est normal, c'est des guides privés. Hein, ils ont besoin de faire économiquement vivre leur entreprise aussi. Hein. Donc voilà, donc moi, ça m'intéresse pas. Aujourd'hui, par contre, tu vois, il y a un truc qui m'intéresse vraiment, c'est qu'au Petit Pré, je suis maître restaurateur. Et en fait, maître restaurateur, on n'en parle pas du tout assez. Pourtant, c'est le seul titre d'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui définit un maître restaurateur. Et le titre maître restaurateur, pardon, ça certifie que tu fais 100% de produits frais, bruts, non transformés. Et ça, c'est le seul indicateur, alors qu'en fait, c'est presque le moins connu. C'est-à-dire que j'exagère, mais aujourd'hui, tu peux avoir une étoile Michelin et faire du surgelé et prendre ta viande à l'autre bout du monde. Il n'y a aucun problème avec ça. Et même l'étoile verte, pour moi, c'est une énorme blague. Il y a des gens, ils sont en plein centre-ville, ils achètent tout à métro, ils ont une étoile verte. Je peux t'en citer. Alors que maître restaurateur, pour le coup, eh ben, t'es 100% frais, brut, non transformé, et ça certifie aussi les diplômes et la qualité de restaurateur professionnel de la personne qui détient le restaurant. Donc pour moi, ça avait plus de valeur, donc c'est pour ça qu'on a passé le titre. Okay. Et en plus, c'est un audit que tu payes, qui te coûte de l'argent, mais par contre, tu sais pas quand est-ce qu'on va venir t'auditer. C'est comme si tu pouvais, entre guillemets, payer quelqu'un pour venir t'auditer, pour te dire si tu pouvais avoir une étoile, ou une note Guémio, ou une fourchette, ou ceci, cela, quoi. Et ça coûte moins cher que l'étoile Michelin. Pour moi, le modèle économique aujourd'hui de l'étoilé, il est très compliqué. Ouais. En tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse. Et puis il y a beaucoup de, enfin il y a eu une époque où il y a eu des suicides aussi, parce que c'est ouais, très... bien sûr. Il y a eu, bien sûr, il y a une pression. Je vais te résumer un truc très très facilement, très rapidement, mais grosso modo, une étoile Michelin, ça vaut un menu, il vaut 100 €. 2 étoiles Michelin, il vaut 200 €. 3 étoiles Michelin, il vaut 300 €. Je résume un peu. Hein, ok. Moi, je me suis toujours dit, ok, tu bosses très très bien, tu peux avoir une étoile Michelin. Tu bosses super bien, t'en as 2. Et un jour, il y a un mec qui vient, il lève le doigt mouillé, il va dire « Ah, c'est un peu moins bon, ça vaut plus qu'une étoile Michelin. » Là, il passe ton menu de 200 € à 100 €. Il t'enlève 50% de chiffre d'affaires. Est-ce que tu serais d'accord, toi, aujourd'hui, que dans ton entreprise, il y a quelqu'un qui vient et qui t'enlève 50% de ton chiffre d'affaires ? Bah ouais, pour le jugement, alors peut-être pas forcément d'une personne, mais d'un ou deux guides. Alors que toi, tu vas faire 4000 clients à l'année. Mais il y a 2 personnes ou 3 personnes qui vont venir juste à ta cuisine et vont dire « Ah, c'est un peu moins bien. » Moi, je me suis dit « Ça jamais. » Ça jamais. Aujourd'hui, moi, je sais même pas. Alors, pour le coup, là, je parle de quelque chose que je sais pas, mais comment ils font ? Comment ils vont voir leurs fournisseurs en leur disant bah, « Moi, aujourd'hui, tes légumes, je te les achète 50% moins cher. » T'as pas le choix. Tu peux plus vendre un menu 200 € si tu as une étoile Michelin. Tu peux plus faire marche arrière. Après, c'est trop compliqué. La vaisselle, moi, je te donne un exemple, mais moi, j'ai des assiettes, elles valent 45 € pièce. Donc, t'imagines la vaisselle qu'il faut, tout. C'est pas. Aujourd'hui, c'est un modèle économique qui est très compliqué. Attention, je dis pas qu'il y en a qui s'en sortent pas, qui travaillent très bien et qui s'en sortent. Mais c'était pas mon souhait, en tout cas. Ok. Et tu peux nous rappeler un peu justement ce que ça veut dire une étoile, c'est tu faut ailles le voir dans ton département, la région, la je crois qu'une étoile, c'est. Je sais plus, c'est une étoile vaut. Je crois que en fait, c'est 2 étoiles vaut le détour, 3 étoiles vaut le voyage, et une étoile, je sais plus c'est quoi. Mais vaut l'arrêt, peut-être, un truc comme ça. Alors, je n'ai pas exactement les détails, mais c'est plus ou moins quelque chose comme ça. Mais bon, à la base, ils vendaient les pneus. Hein, donc, l'objectif, c'était de faire utiliser les pneus. Mais le guide Michelin, il a une super évolution dans le monde entier. Ça reste évidemment un guide de référence partout dans le monde. Évidemment, quand tu manges dans un 3 étoiles Michelin, alors moi, j'aime beaucoup la gastronomie. J'en ai fait plein dans ma vie. J'ai eu la chance d'en faire plein dans ma vie parce que c'est vraiment une passion. Il y en a sur lesquels j'étais d'accord, d'autres moins d'accord. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, la reconnaissance mondiale, elle est sur ce guide-là. Mais une fois de plus, il y a pas mal de restaurateurs. On est de plus en plus aujourd'hui à ne pas être dans le souhait de... Alors que tout le monde m'attendait après Top Chef en me disant « Mais pourquoi tu vas pas chercher une étoile et tout ?» Non, moi aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir une centaine de salariés, de faire vivre des fermes, d'être libre. Voilà, je suis libre. je suis totalement libre et ça me plaît comme quand je me lève le matin. On a une question qu'on pose à la fin du podcast de Cube à tous les invités. C'est le plus petit dénominateur commun de ton succès. Il y en a 6, il faut que tu en choisisses qu'un seul, celui que tu sembles, pour toi, qui semble être le plus révélateur de ta réussite. Est-ce que c'est ta vision, ton exécution, le risque, la résilience, le réseau ou le timing qui a fait ta réussite jusqu'à présent ? Ouais, la résilience, je pense. Encore, ok. Ouais, bien sûr. Toujours celui-là. Ah ouais ? Ouais, bien sûr. Mais franchement, là, réussite, je sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on a parlé plutôt de tout ce qui va bien, mais il y a eu énormément de problèmes, de gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues, de gens qui souhaitent vraiment l'opposé de ta réussite et tout. Autant il y a des gens qui sont extrêmement bienveillants, comme Emmanuel, par exemple, et puis il y en a d'autres, c'est vraiment tout l'inverse. Et on m'a vraiment fait des grosses crasses plein de fois, et j'en aurai d'autres dans ma carrière. Et puis... volontaire. Ouais, bien sûr. Ouais. Okay. De concurrents, de gens que je connais même pas, des salariés aussi, hein, clairement. Il y a vraiment eu des choses. Et la résilience a fait qu'on a toujours réussi à avancer et qu'en fait, je pense peu importe l'entrepreneuriat qu'on fait, il y a toujours des gens qui souhaitent pas la réussite des autres. Et particulièrement en France, d'ailleurs, je crois qu'on n'aime pas trop la réussite en France. Mais même sans parler de réussite, il y a des gens qui vont toujours vouloir des choses qui t'arrivent moins bien. Et puis, il faut être fort et puis il faut accepter
les étapes et puis les franchir et voilà. Et quand tu étais jeune, tu pensais justement en arriver jusque-là, construire ce patrimoine, que ce soit financier ou ce début d'empire, comme on disait dans la restauration, c'est quelque chose que finalement l'entrepreneuriat germait un peu dans ta tête ou c'est arrivé parce que c'était le meilleur moyen de faire ce que tu aimais, Je pense que quand on est jeune, en plus, il y a toujours un côté un peu leadership. On l'a ou on l'a pas. Je crois que le leadership, c'est un peu inné, quelque part. Ça s'apprend aussi, hein, mais il y a des gens qui l'ont un petit peu inné. Alors, le leadership, on peut être plombier, maçon, on peut être financier, banquier, on peut l'avoir dans plein de métiers. Hein. Mais quand on a ça, j'aimais bien être capitaine quand j'étais... Déjà à l'époque. Ouais. Déjà, voilà, Okay. ça passe un peu par là. Avec les voisins, être un peu le leader du truc et tout. Et comme ça, je pense que voilà, ça grandit, la petite graine, elle grandit. Puis à un moment donné, leader d'équipe dans une entreprise pour les autres, en fait. Hein. Clairement, j'ai appris comme ça aussi. Montrer l'exemple, être leader, et puis voir mon père aussi qui était le leader de son entreprise de fleurs, hein, une entreprise locale qui faisait pousser des fleurs. Et puis voilà, après l'entrepreneuriat m'est venu comme ça et l'envie de le faire par moi-même. Après, aujourd'hui, c'est tellement dur. Être entrepreneur, c'est un parcours du combattant, c'est une montagne, c'est un Everest et c'est un putain de marathon, quoi. En vrai, c'est un vrai marathon. Aujourd'hui, j'ai des copains qui ont des bons postes dans le salarié et qui sont dans mon métier d'ailleurs. Et je leur dis, mais si tu savais, aujourd'hui, prends ton argent et change pas, quoi. Ne deviens pas entrepreneur. Alors après, je dis ça, évidemment, il y a une part de... Si tu étais salarié, tu dirais l'inverse. Ouais, après, exactement, bien sûr. Partout, mais il y a des matins où je me lève et je me dis, putain, pourquoi je suis pas salarié? Ouais, et puis il y a des matins où je me lève en me disant, putain, aujourd'hui, ça va bien, quoi. Il y a des fois, ça va bien. C'est ça l'entrepreneuriat, en fait. C'est qu'il y a tellement de montagnes russes. Mais à un moment donné, c'est usant. Hein. Attention, c'est usant, c'est épuisant. Et puis je pense que quand tu as fait ça pendant 20 ans, à un moment donné, tu vois, on parlait d'Emmanuel Picot, c'est le Graal quand tu arrivé aussi haut que lui, que tu vends ton entreprise et le soulagement à ce moment-là, mais bien sûr, mais dans n'importe quelle entreprise, quand tu t'en libères. J'écoutais quelqu'un qui démontait aujourd'hui un établissement bien connu d'Angers et qui n'a pas eu la nouvelle concession et qui doit démonter son établissement et qui disait mais en fait à la fois je suis en colère de ne pas avoir eu la nouvelle concession et à la fois je suis libéré, mais je me mets tellement à sa place. Tu as les boules, mais à la fois tu te sens libéré le jour. Alors c'est pas demain, hein, parce que moi mon objectif c'était vraiment de faire sur long terme. Plein de fois on me le dit, mais toutes les semaines on me dit t'es à vendre, il paraît que t'es à vendre, on m'appelle des agents immobiliers, mais si je suis sûr et certain t'es à vendre, mais que dalle. Et je donne toujours cette phrase qui est totalement vraie. Aujourd'hui dans les entreprises c'est comme toujours, rien n'est à vendre mais tout se vend. C'est-à-dire que demain tu m'en proposes j'ai un prix que je peux pas refuser, c'est comme un joueur de foot, c'est comme n'importe qui, rien n'est à vendre mais tout se vend. Bien sûr que non, je suis pas à vendre, je suis heureux dans ce que je fais. Après les projets il y en a plein, il y en a tellement de choses à faire que voilà, faut pas être stupide non plus. Tu auras l'appel de la forêt, tu retourneras travailler. C'est une discussion que j'avais eue avec Eric Larchavet qui me disait justement il a voulu après Ledger qu'il avait monté jusqu'à la licorne arrêter, il s'est remis 3 ans en retraite à Vierzon, il a eu l'appel de la forêt, il est reparti oui, voilà, mais bien sûr. On est piqué à ça, je pense. Mais oui, non, c'est sûr, je pense que jusqu'à temps que tu arrives à un certain âge où tu as vraiment besoin de souffler, voilà. Mais oui, quelque part, tu as besoin de cette adrénaline. C'est être entrepreneur, c'est prendre de l'adrénaline tous les jours. Hein. C'est sûr et certain. Et d'essayer, effectivement, malgré les hauts et les bas, que globalement, la trajectoire globale soit positive. Bien sûr, c'est clair. Mais bien sûr. Le plus dur, moi, j'ai cette chape de plomb de tous les salariés qu'on a aujourd'hui, avec beaucoup d'enfants, beaucoup de familles et tout. Et quand on démarre le premier du mois, je me dis, putain, là, le 30, là, faut que j'ai au moins 200 000 sur les comptes minimum pour pouvoir payer et qu'eux, ils puissent payer leur maison, leur crédit, machin. Et puis, si jamais on n'y arrive pas, ça sera ma faute, mon problème. Et ça, c'est dur. C'est la dernière question que je pose justement à tous nos invités pour clore le podcast. Qu'est-ce que l'argent ne t'a pas permis d'acheter dans ton parcours entrepreneurial ? Je sais pas, je peux pas dire qu'on n'a pas fait ça pour l'argent. On a fait ça pour plein de raisons, pour des valeurs, pour l'humain, mais aussi quand même, si j'ai choisi justement de pas faire de gastronomie, haute gastronomie, c'est quand même pour m'en sortir financièrement. Donc, qu'est-ce que l'argent m'a pas permis d'acheter mes murs. Tu vois, j'aimerais bien être propriétaire de mes autres murs. Pour l'instant, j'ai pas assez d'argent pour les acheter. Donc voilà, il y a plein de choses. Hein. Mais ça viendra avec le temps. Je suis pas non plus quelqu'un de pressé. Je prends la vie comme elle vient. Et puis j'aime plein de projets et tout. Et puis l'argent, elle vient, des fois elle repart. Là, quand elle est venue sur les bonnes années, elle m'a permis d'acheter la brasserie. Aujourd'hui, il y en a un peu moins parce que la conjoncture est plus compliquée. Ça va, ça vient. Il y a des vagues, comme dans tous les business. Il faut les passer. On les passe en ce moment, on les passe. Donc, je me satisfais de ça, on va dire.
Trop bien. Merci beaucoup Samuel d'être venu partager ton Avec parcours plaisir. sur Cube et je mettrai dans la description évidemment tous les liens et les réseaux de Samuel et son restaurant, ses restaurants, ainsi que les infos si vous voulez un chef à la demande sur ton, sur ton nouveau programme. Et pour tous ceux qui nous écoutent sur Spotify, Deezer et les plateformes de streaming, ça sera là aussi dans les liens de la description. Merci Samuel. Merci Valentin, à bientôt.